Bonsoir, bienvenue dans le débat d'Europe Soir. Il y a 50 ans, le 22 mars 1968, 150 étudiants occupent le dernier étage de l'université de Nanterre où siège le conseil de la faculté et rédige un manifeste qui se termine par une mise en garde. À chaque étape de la répression, nous riposterons d'une manière de plus en plus radicale. C'est le début de mai 68 qui va le bouleverser le pays de fond en comble. 50 ans plus tard, on en ressent encore les effets. Mais quel est l'héritage de 68 que 79% des Français jugent positivement dans un récent sondage paru dans le nouveau magazine littéraire? Pour en débattre, nous avons invité Daniel Cohn-Bendit. Aux yeux des Français, vous restez le symbole de mai 68. Vous le dites vous-même dans le nouveau numéro de la revue Sociaux où vous vous entretenez avec Alain Gesmar sous la houlette de Michel Vivorca. Dès que quelqu'un vous voit, il vous parle d'abord de mai 68, ensuite seulement il vous parle d'Europe ou d'écologie, alors que vous avez été député européen des Verts pendant 20 ans, de 1994 à 2014, et que tous les jours, on vous entend sur Europe 1, 12h55, dans Europe à la une. Je rappelle que votre livre « Sous les crampons, la plage » paraîtra chez Robert Laffont le 8 avril. Il sera surtout question de football, et votre film « La Traversée » sortira fin mai. Dans Forget 68, qui était paru aux éditions de l'Aube il y a 10 ans, vous disiez que culturellement, mai 68 avait gagné. Vous le pensez toujours ? Absolument. Totalement. Totalement, on gagne jamais totalement, mais mai 68 et après ce qui s'est arrivé alors, c'est toujours la même chose, c'est jamais que mai 68, mais à accélérer la transformation en profondeur de la société française. On peut toujours dire que ça avait commencé avant, mais l'accélération a été telle que puis il faut se reimaginer ce qu'était la société française dans les années 60. Et quand on la décrit, c'est évident. Patrice Duhamel, vous aviez 22 ans en mai 68, vous êtes l'ancien directeur général de France Télévisions, vous êtes l'auteur de Mai 68, les coulisses de la révolte, un documentaire qui sera diffusé le 25 mars sur France 5 à 20h30, dans lequel figurent tous les acteurs de l'époque encore vivants. C'est plein de rebondissements sur le plan historique, c'est absolument passionnant. Quel est l'héritage de 68 pour vous ? La fragilité des grands dirigeants politiques. Et moi, je me souviens de cette période et tout ce que j'ai vu, entendu et tous les dialogues que j'ai pu avoir depuis, et notamment pour ce film. Le doute extraordinaire. Et plus j'avance dans la réflexion et dans la connaissance, plus je découvre un général de Gaulle totalement fragilisé, impuissant, faisant venir ses petits-fils de 16 et 18 ans à l'Élysée pour leur demander ce qu'ils veulent parce qu'il ne comprend pas. Changeant d'avis dans un tête-à-tête absolument essentiel le 11 mai au soir avec Pompidou, très dur le tête-à-tête, changeant totalement de position entre le début et la fin, partant, comme on le sait, à Baden-Baden, la réalité sans vraiment savoir ce qu'il allait faire, s'il allait rester, rentrer ou pas. Voilà, un général de Gaulle d'une fragilité incroyable. Et la deuxième chose, mais là je parle sous le contrôle de Daniel Cohn-Bendit. Sûrement pas. Si, c'est pas son genre. L'extraordinaire crainte que tous les gouvernements ont devant les mouvements de jeunes depuis 50 ans. Voilà. Et qui les fait reculer le plus souvent. Ludivine Bantini, parce que face à vous deux, il y a deux jeunes femmes qui étaient épanées en 68. Ludivine Bantini, vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen en Normandie. À partir d'un travail dans les archives de toute la France, vous publiez 1968 de Grand Soir en Petit Matin aux éditions du Seuil. L'héritage de 68 pour vous ? Alors nous sommes le 22 mars et je pense que l'héritage de 68, il est parmi celles et ceux qui aujourd'hui se sont mobilisés, ont fait grève, ont manifesté en refusant les injonctions du profit, du marché, de la logique de la concurrence. C'est ça aussi la lutte pour la justice sociale, c'est l'espérance d'autres avenirs. C'est ce que Sartre disait justement à Daniel Cohn-Bendit dans un certain entretien du Nouvel Observateur le 20 mai 1968. C'est l'extension du champ des possibles. Et il disait « n'y renoncez pas ». Et je pense à toutes celles et tous ceux qui n'y ont pas renoncé, justement. Laetitia Stroche-Bonnard, vous êtes essayiste, chroniqueuse au Point et à 28 minutes sur Arte, rédactrice en chef de la revue Phébé, éditée par Le Point. Vous êtes l'auteur du livre « Vous avez dit conservateur » qui est paru aux éditions du Cerf. Pour vous, l'héritage, c'est quoi ? Alors pour moi, l'héritage de 68 est double, comme vous l'avez dit. Monsieur Cohn-Bendit, c'est d'abord un moment qui a cristallisé toute une période d'émancipation des mœurs
qui était d'ailleurs, qui se produisait de la même façon dans d'autres pays en Europe. Je pense à la Grande-Bretagne, où il s'est passé à peu près la même chose, sans mai 68, donc sans révolte. Par ailleurs, je pense que c'est aussi l'expression d'une certaine façon de faire la politique. Et c'est justement pour cette raison, à mon sens, qu'il y a toujours un débat, voire une opposition entre les héritiers de 68 et ceux qui sont plutôt à droite, libéraux, conservateurs, qui estiment, et qui ont estimé à l'époque, et qui estiment peut-être encore un peu aujourd'hui, que justement, ce n'était pas de cette façon, ça n'est pas de cette façon qu'il faut faire ou qu'on peut faire de la politique. Et ça, les conservateurs, les libéraux et tous les gens de droite ont une argumentation qu'ils peuvent développer pour soutenir cette thèse-là. J'aurai peut-être l'occasion de le développer pendant l'émission, mais je pense que ça, c'est un héritage dont on parle très peu. On parle plutôt de l'héritage des mœurs, de l'émancipation. On se dispute pour savoir si aujourd'hui on vit dans une société sans aucun contrôle, sans aucune limite. Je pense qu'il y a une autre discussion à avoir, et c'est la discussion de la politique. Et ce que ça veut dire de faire la politique, comment on fait la politique. Est-ce qu'on la fait par le conflit ou est-ce qu'on la fait par les institutions et par le compromis? Justement, pourquoi ne pas commencer par là, puisque c'est de l'héritage politique aussi dont il est question. Pour vous, Daniel Cohn-Bendit, l'héritage politique, s'il y en a un de mai 68, est-ce qu'il passerait par là? Il faut écouter la rue, il faut écouter... à l'époque, on écoutait aussi les usines. On écoute toujours les usines, c'est pas seulement à l'époque, c'est vrai que c'était la plus grande grève. Ce qui était intéressant quand on parle de la plus grande grève, c'est que personne ne l'a décrété. Aucun syndicat n'a décrété la grève générale. À un moment, ils ont constaté qu'il y avait une grève générale. Et ça vous répond. Personne n'a choisi de faire de la politique comme ça en 68. Ça s'est fait. C'est le ça, si vous voulez, qui est donc c'est un débat. Est-ce que ça se fait plutôt dans les institutions? Ça s'est fait là parce que le paysage politique, la fermeture politique était celle qui existait en 68 ou dans les années 60. Et l'héritage, le grand héritage de 68, ça met du temps. C'est quand même une remise en cause d'un certain du capitalisme, mais avec des idéologies du passé. C'est pour ça que ça a coincé, là. C'était des idéologies du 19e siècle. L'idéologie communiste, notamment. Et le communisme, et 68, c'est la fin du communisme en France, des forces traditionnelles communistes. Ça, c'est évident. Ça, c'est le grand héritage. Alors, quand on dit c'est la fin, ça ne veut pas dire que tout a disparu. Mais je veux dire que la légitimité de l'hypocrisie communiste, de l'émancipation par la terreur, et ben cette légitimité a été battue en brèche en France. Ça a commencé en 68. Je voudrais simplement dire sur la Grande-Bretagne, si déjà, il y a eu, c'est vrai que c'est pas par la révolte, mais c'était par la révolte culturelle. À la Grande-Bretagne, oui, mais tout ça, c'est parce qu'en France, on est complètement fermé. On ne voit pas, si vous parlez de tout le monde, eh bien, la révolte culturelle par la musique, ça a lieu aux États-Unis en liaison avec l'opposition à la guerre du Vietnam, c'est fait culturellement, et ça, l'Angleterre, c'était vraiment le lieu de la révolte culturelle de toute une génération qui s'identifiait au rock'n'roll. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, il y a un héritage ambigu parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup apprécié, beaucoup admiré ces changements au moment où ils ont eu lieu, et d'ailleurs qui étaient fans de rock et... Non, attendez, je vais m'expliquer. Mais qui n'auraient pas forcément soutenu des événements comme ceux qui se sont passés en France, parce qu'ils les trouvaient peut-être trop violents ou trop radicaux. Je dis ça aussi parce qu'en France, ce qu'on sait, c'est qu'au départ, l'opinion publique était quand même supportée à un certain nombre de revendications étudiantes, et petit à petit, avec le développement des événements... Pas seulement au départ. Il y a eu quand même un retournement dans l'opinion. Jusqu'au 24 mai, l'opinion publique est derrière les étudiants. Mais il y a eu un retournement, et on voit après la victoire des gaullistes est quand même très forte en juin, ce qui montre quand même que c'est peut-être l'inconscient de l'opinion ou des citoyens qui parlent à ce moment-là, mais il y a un désir de retour à l'ordre qui est très fort, et on peut pas mépriser ça. On peut pas simplement regarder ces gens en disant « Oh là là, quel ringard, ils avaient juste envie que tout soit en ordre ». L'envie de stabilité et d'ordre est tout à fait naturelle, tout à fait légitime, et on peut le comprendre. C'est existant. Qu'est-ce qui est naturel?
Vous avez raison. L'envie Hein, de alors. révolte n'est pas naturelle, ça existe, comme l'envie de conservatisme n'est pas naturelle, mais ça existe. C'est pas le bon terme, alors. Je tique sur naturel. C'est pas le bon terme, vous avez D'accord. raison. Mais ça existe et c'est légitime, pour moi. Ça, tout est légitime, enfin Oh. presque. On continue d'en débattre juste après ça. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Le débat de ce soir, c'est sur l'héritage de mai 68. Nous sommes le 22 mars, 50 ans après le début des événements. Livine Mantini, en tant qu'historienne et auteure de 68, de grands soirs en petit matin, l'héritage politique pour vous? Alors déjà, ce qui est très important en 68, c'est que chacun et chacune s'approprie la chose politique. C'est que le politique n'est plus réservé aux institutions, au pouvoir, ne passe plus par les élections. Ça passe par le fait de partager du commun par les assemblées, par les comités de grève, les comités d'action, par le fait même d'occuper des lieux, d'occuper enfin des lieux de travail qui étaient des lieux très violents, parce que j'ai entendu tout à l'heure Laetitia Strauss-Bonnard parler de la violence, mais d'abord la violence elle est dans les rapports sociaux, elle est dans les rapports de production, et quand on examine de près tout ce qui émerge de ces grèves, ce sont aussi des revendications, des perspectives d'émancipation par rapport à des conditions de travail qui sont très dures. La violence elle était aussi du côté de la guerre d'Algérie qui pesait encore beaucoup, et de la guerre du Vietnam, sans laquelle évidemment on ne comprendrait pas les mobilisations de 1968. Donc c'est poser véritablement autrement la question du politique en tant qu'elle fait partie justement de la chose commune. Et moi je ne pense pas du tout que ce dont a parlé Daniel Cohn-Bendit à l'instant, à savoir la mise en cause du capitalisme, soit ni à l'époque ni aujourd'hui une idéologie surannée, pas du tout. Je pense que c'est le capitalisme, il est historiquement déterminé. C'est ce que vous parliez du communisme. En fait, c'est-à-dire que toute alternative au capitalisme serait nécessairement vouée au totalitarisme. Parce que j'ai dit non. Je m'excuse, Non. madame. Non, mais moi, je vous veux dites- bien que vous dites disiez que toutes ces vous vouliez me contestations. contrarier laissez-moi. parce que vous avez le droit, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est tout. Je conteste simplement le fait que vous disiez la remise en cause du capitalisme s'accompagnait d'idéologies datant du 19e siècle. Mais en fait, Ça, c'est pas la même perspective... Ah bah, écoutez, je vais vous expliquer ce que j'en pense. C'est que la perspective de commun comme alternative d'une société du commun, donc que vous pouvez appeler communisme, qui n'a rien à voir avec le totalitarisme bureaucratique à la stalinienne ou à la Mao de l'époque, c'est une perspective qui reste d'actualité parce que le capitalisme est un système historiquement déterminé, et c'est ce que vous disiez à l'époque, et c'est ce que disaient bien des gens qui se mobilisaient dans la perspective vraiment d'une émancipation sociale, pas seulement culturelle, mais aussi culturelle. Et je voudrais aussi nuancer l'idée d'une victoire écrasante du gaullisme, c'est un peu un lieu commun. Il faudrait quand même se rappeler qu'au deuxième tour des élections législatives de juin 1968, toutes les forces de droite ne remportent pas même la majorité absolue, 48% au total. Mais comme vous le savez, 48% dans les urnes, ça donne, avec le système électoral scrutin uninominal à deux tours de la Ve République, ça donne plus de 80% des sièges. Alors, si vous voulez qu'on discute de lieux communs, la critique du capitalisme que vous faites, je pense qu'elle est tout à fait compréhensible parce que vous critiquez aussi certainement le matérialisme, la société de consommation. Et ça, c'est des choses que même certaines personnes à droite, bon, pardon si je vous prête des propos que vous ne... Mais il me les semble... propos de mai 68, on pourrait dire. En l'occurrence, les propos de mai Je pense qu'il faut 68. avoir une analyse matérialiste de la société. Je pense que la critique du capitalisme... Il faut rien. Enfin, c'est un vrai... Il Non, mais faut si- rien. On non, mais peut il ne avoir. faut pas dire il ne faut rien. Donc, si Si, vous voulez, juste pour si, revenir il est au interdit si. d'interdire, Au il ne faut capitalisme, pas dire il ne il faut faut peut-être pas. arrêter Voilà. aujourd'hui, on en parle tous en même 2018, temps. de présenter le capitalisme Ne comme soyons pas l'essence même des rapports de domination et de force et de violence. C'est quand même la vie et l'économie est beaucoup plus compliquée, complexe que ça. Vous ne pouvez pas réduire les relations d'employeur à employé à une relation de subordination violente. Vous parliez des ouvriers en mai 68, mais mon grand-père était ouvrier, donc il a aussi vécu ces conditions très difficiles. Ça n'en a pas fait pour autant un révolutionnaire. Tout ça pour vous dire qu'il y a des ouvriers pour qui le capitalisme aussi était quelque chose de profitable, même si eux aussi voulaient que leurs conditions s'améliorent. Mais ça, vous ne pouvez pas l'enlever du paysage simplement parce que ça ne rentre pas dans votre modèle. Alors, revenons à mai 68. Il y a une dimension sociale dans mai 68. Vous le rappelez dans la revue Sociaux, Daniel Cohn-Bendit, le SMIC a augmenté de 30% d'un coup, par exemple. On ne s'en souvient plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste pour vous de... L'augmentation de salaire a été de 10%. Si on parle pas seulement du SMIC, mais l'augmentation de salaire général. Ouais. Et puis il y a eu l'autorisation de l'implantation des syndicats dans les entreprises, ce qui est une avancée
si on veut, extraordinaire. Que reste-t-il sinon des aspirations de l'époque, anticapitalistes, collectivistes ou autogestionnaires? Est-ce que ça s'est traduit dans quelque chose, d'après vous? Moi, je crois que au niveau des aspirations, disons, ouvrières, etc., l'héritière de 68, c'est la CFDT. C'est la CFDT qui a, après 68, est passée par le passage de gens comme Daniel Mottet, comme Edgar Morin, qui ont discuté justement de ce projet d'autogestion. Puis il y a eu André Gortz, etc. Donc on a vu là une évolution d'une partie d'organisation de la classe ouvrière se nourrissant de ce qui avait été dit ou qui avait été mis en avant en 68. Donc ça, je trouve ça très important. Ce qui est quand même fascinant aujourd'hui, il faut le dire, c'est la dernière révolte qui ne savait rien sur la dégradation climatique. Ça n'existait pas. Je veux dire, ça, c'est fascinant. Moi, quand je revois les problèmes d'aujourd'hui, je dis, c'est pour ça que je dis du passé. On était, enfin, il faut arrêter les organisations trotskistes. Enfin, je prends pas seulement les maoïstes, les organisations trotskistes. Daniel Belsaïd, quelqu'un que je connaissais bien, a fait un livre sur la répétition générale. Ça fait 50 ans qu'ils attendent que cette répétition générale arrive par le grand spectacle. Ça fait 50 ans, donc il faut arrêter l'image qui était à l'époque des révolutionnaires, et quand on voit les interviews, c'est 1905. Donc ils avaient en tête l'image de la révolution russe, 1905, puis Kerensky, puis enfin arrivent les bolcheviks, mettent de l'ordre dans la révolution, et c'est le grand soir du grand changement. C'est ça que je veux dire. C'est une image du... Et nous, les libertaires, on n'était pas mieux, mais on était pour les losers, les perdants de l'histoire. Donc on était pour la Catalogne translice, l'autogestion, pour la commune, tous ceux qui en ont pris plein la gueule. Pour les soviets, c'est-à-dire les soviets au début, l'autogestion, la gauche autogestionnaire qui en a pris, on était pour, si vous voulez, les révoltes pas que les staliniens, que les léninistes, que Trotskistes a massacré, Kronstadt. Donc et c'est pour ça qu'on était en opposition, mais radicale, aussi bien contre le capitalisme. On disait pas toujours des choses intelligentes, on en dit peut-être moins aujourd'hui, et aussi contre toutes les formes de communisme ou de la gauche radicale dont l'image d'Épinal, c'était la révolution russe. Il faut dire les choses. Pour nous, il y en a d'autres qui étaient différents, c'est tout. Patrice Duhamel ? Non, sur le communisme, je suis d'accord sur le fait que ça a été le début de l'effondrement, voire de la disparition arithmétique du Parti communiste en France. Avec quand même quelque chose qui apparaît anecdotique aujourd'hui, mais qui est assez rigolo. C'est-à-dire que c'est quand même en 69, c'est-à-dire un an après, que le meilleur score des communistes à la présidentielle, Jacques Duclos, il fait 21 ou 22% à l'élection présidentielle, ce qui apparaît... Mais il n'y a quasiment pas de candidat socialiste. Ah si, il y a un candidat socialiste qui fait 5%. Ouais. De fer, soutenu par Mendes quand même. Donc c'est pas rien. Non, sur le communisme, il faut quand même ajouter que 3 mois après mai 68, il y a Prague. Donc ça n'a pas aidé quand même. Oui, mais il y avait 56, il y avait déjà Budapest. Oui, mais... On aurait pu comprendre avant. Mais Prague a été spectaculaire. Sur le moment, oui, absolument. Voilà. Et historiquement. On continue ce débat dans un instant. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei sur Europe 1. La jeunesse révoltée en mai 68 voulait plus de liberté, plus d'autonomie. Elle les a obtenues, si bien que certains voient dans mai 68 l'avènement de l'individualisme, la fin de l'autorité, le dénigrement de la famille, des élites en général, pas seulement des élites politiques, de la communauté nationale et la destruction de l'école républicaine. Est-ce que vous voyez tout ça, Laetitia Strauss-Bonnard? Non, pas vraiment. Pardon de vous décevoir. Ça a été dit notamment par un président de la République, Nicolas Sarkozy, on se souvient, il y a 10 ans. Non, mais c'est un raccourci. Déjà, on ne peut pas mettre sur le dos de mai 68 tout ce qui ne nous plaît pas, notamment dans la libéralisation des mœurs. La libéralisation des mœurs, c'est un processus qui a touché tout l'Occident. Donc, on ne peut pas rendre responsable mai 68. Après, si on essaie d'être nuancé, on peut dire autre chose. On peut dire que l'émancipation et la libéralisation des mœurs étaient demandées, étaient exigées, étaient nécessaires parce qu'il y avait une chape de plomb qui pesait quand même sur la société à cette époque. Donc tout ça, on ne peut pas revenir en arrière. On n'a pas pris un mauvais tournant en mai 68 et là on peut revenir sur la bonne voie.
En revanche, on peut s'interroger sur certaines conséquences de l'émancipation, parce que l'émancipation, ça n'est pas un absolu. L'émancipation sans ce qui devrait accompagner l'émancipation, c'est-à-dire le lien, l'attachement, les contraintes, les limites, toutes ces choses-là, est important. Et peut-être qu'on est allé trop loin dans certains cas. Vous parliez de la famille. On peut tout à fait se réjouir qu'aujourd'hui, le divorce par consentement mutuel existe. C'est le cas depuis 1975 et c'est une des conséquences des révolutions des années 60. C'est une très bonne chose. Mais on peut aussi constater aujourd'hui que dans une société plus individualiste, on se marie moins, on divorce plus. Et je ne dis pas ça pour vous endormir avec un discours un peu ringard, mais simplement on peut s'interroger sur ce qu'il advient d'une institution qui, jusqu'à présent, servait à protéger. Et à protéger d'abord les enfants. Voilà, donc c'est une petite question que je pose, c'est un exemple, mais je pense qu'on a le droit aujourd'hui de discuter de ces choses sans simplement être taxé de réactionnaire. Ou conservateur. Ou conservateur. Moi, quand je vois nos enfants, ils se marient plus. Ça dépend des milieux. Ouais, oui, mais quand on est responsable de la destruction de la famille, je dis, moi, j'ai pas réussi mon coup. Parce que vraiment, quand je vois nos enfants et ce qu'ils mettent dans le mariage, moi, je suis époustouflé. Mais dans nos milieux. Oui, mais dans d'autres milieux, c'est pour d'autres raisons. Donc, ça a visiblement rien à voir avec 68. Que les gens, aujourd'hui, se marient. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Oui, je veux simplement dire, si on dit les 68, l'individualisme, et qu'il y a des représentants emblématiques de la destruction de tout de cette époque, non, je dis pas vous, je reprends le discours absolument complètement glauque et idiot et imbécile de Nicolas Sarkozy avant il a été élu quand, je sais plus, c'est 3 siècles, 2007, oui. Mais ça, c'est 2008. Au moment où on fêtait déjà. Non, mais il a fait un discours avant le deuxième tour à Vincennes, et même André Glucksmann, qui le soutenait, a dû se faire un livre, mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy avec son fils, parce qu'il est d'accord, je veux bien te soutenir, mais là, c'est vraiment, t'es à côté de la plaque complètement. Donc, je veux dire par là que il faut, là encore, en fait, le livre le plus important de 68, il a été écrit fin 68, ça s'appelle La Brèche. Parce qu'il a tout compris. C'est Edgar Morin, Cornelius Castoriadis et Claude Lefort. Eh bien, 68 a accéléré l'ouverture d'une brèche, parce que c'est vrai que ça commençait quand même à s'ouvrir, et depuis cette brèche, eh bien, il y a d'autres phénomènes qui s'y sont engouffrés, des phénomènes qui ont pris peut-être une autre direction qu'on peut discuter. La seule chose où moi je dis arrêtez de mettre, vous l'avez dit, c'est raison, arrêtez de mettre sur le dos de 68 tout ce qui vous fait mal aux pieds. Parce que entre-temps, il y a des tas de gens qui ont marché et que ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais sur la famille, c'est la fin d'une conception, disons, patriarcale de la famille, ou hiérarchique, ou... Bourgeoise, disait-on à l'époque. Oui, bourgeoise ou ultra-bourgeoise. Mais ça c'est totalement positif. Et si ça s'était pas produit en 68, ça serait produit après. Alors ça prend du temps, parce que l'IVG, ça a mis 6 ans quand même, ce qui est tout à fait étonnant. Déjà, la pilule, Neuwirth avait eu du mal à l'imposer au général de Gaulle. Et c'est grâce à Yvonne de Gaulle qu'il a réussi à convaincre le général, ce qui est quand même... et on a mis 50 ans à faire le mariage pour tous. Mais vous savez, quand il y a on a mis du temps quand même. Hein. Quand il y a un modèle rigide, comme le mariage à l'ancienne que vous décrivez, qui s'effondre, c'est paradoxalement plus difficile de retrouver en fait ce qui faisait la force des mariages qui fonctionnaient bien, qui étaient positifs, parce qu'on est plus libre justement. Et la liberté, c'est difficile. L'émancipation, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile d'avoir le droit de tout faire que d'avoir le droit de faire un certain nombre de choses. C'est simplement ça que je veux dire. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a une distinction qu'on fait jamais, c'est celle entre la loi et la morale. Ces changements sont passés par la loi et c'est une très bonne chose. Et je ne vois pas qui aujourd'hui voudrait sérieusement revenir là-dessus. Mais quand la loi n'est plus là, parfois, et souvent même, la morale doit prendre la relève. Et je le dis parce qu'on ne le dit pas toujours. Ludivine Mantini. Oui, alors moi je pense qu'il y a même plus qu'une morale en 68, il y a une éthique.
Il y a vraiment une éthique d'existence. C'est le changer la vie avant que le slogan ne se pétrifie au travers d'un parti politique. Changer la vie, c'est vraiment réfléchir justement aux conditions du commun. Et c'est pour ça que, pour reprendre votre question, Frédéric Tadei, je pense qu'il y a vraiment un contresens radical à parler d'individualisme comme d'une conséquence de 1968, parce que c'est exactement l'inverse justement de tout ce qui se dit dans les assemblées, dans les comités d'action, de grève, de quartier, etc. Évidemment, un autre contresens, c'est l'idée qu'il y aurait la naissance là, la genèse du néolibéralisme, puisque justement toutes les valeurs, et je reviens quand même sur la violence des rapports sociaux de l'époque, parce qu'il suffit de regarder quelles sont les conditions de travail. À cette époque, on travaille 48 heures, 50 heures par semaine. Il y a des salaires absolument misérables. Et c'est pour ça que les premiers jeunes ouvriers et ouvrières à Caen, dès janvier 68, se mobilisent. Donc il y a vraiment une violence, et cette violence-là, on s'y oppose par la force collective, par la force de l'émancipation collective. Vous parliez aussi de nationalisme. Moi, je pense qu'en effet, tant mieux si 68 a posé cette question du refus de s'arc-bouter sur les nationalités et sur les passions nationalistes dont on sait les ravages qu'elles font encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas 68 si on n'a pas en tête cette nécessité des solidarités internationales, cette force de l'internationalisme, cette force de comprendre aussi bien ce qui se passe au Vietnam que dans les peuples qui se soulèvent contre les logiques coloniales. Donc ça, c'est absolument fondamental en 68. Daniel Cohn-Bendit, sur l'internationalisme, la haine des frontières, des drapeaux, l'anti-impérialisme aussi, qui était très important à l'époque, et le fait de se sentir concerné par des événements pourtant lointains, le Vietnam, mais aussi la Palestine, la Tchécoslovaquie qui arrivera ensuite, ou Berkeley et Berlin, par la même occasion. Alors, c'est là où c'est difficile, parce que l'anti-impérialisme, c'est-à-dire la solidarité avec les peuples opprimés, allait de pair avec le soutien à des gouvernements totalitaires. Par exemple, le Vietnam. Le Nord-Vietnam, c'était hyper stalinien. Je veux dire, il faut pas se mentir. Et ça, ça passait à côté. Et puis, on n'a pas vu vraiment l'évolution de Cuba. Enfin, on n'a pas... Les libertaires, oui, mais nous, on était des barjots. Donc, de toute façon, c'était pas important ce qu'on disait. Que Cuba était quand même loin d'être le paradis. Et que je vous dis qu'après, 68 et après, il y a eu des mouvements maoïstes. Alors, on a critiqué la démocratie, la non-démocratie, la chape de plomb en France. Et on a dit, en alternative, la révolution culturelle chinoise. Il fallait le faire, les copains, ça, c'est un exemple. Vous aviez d'autres qui étaient pour la Corée du Nord, l'autre qui était pour Tirana, l'Albanie. Enfin, vous aviez des groupuscules absolument fantastiques. C'était pas surréaliste. C'était bon. Ça, c'est une chose. Donc, moi, je crois qu'effectivement, la chose la plus belle. Alors, ça fait ridicule que je le dise, mais je le dis quand même. C'était nous sommes tous des Juifs allemands. Parce que ça, c'était quelque chose, c'était l'antiracisme, c'était nous sommes tous des égaux, et bon, c'est parce que moi j'ai été expulsé, mais c'était formidable, c'était une réponse. Merci Georges Marchais, parce que c'est quand même lui. Non, il n'a pas dit, il a dit l'anarchiste allemand. Il a écrit, mais tout le monde a compris qu'il y avait dessous plus que l'anarchiste allemand. D'ailleurs, un communiste qui dit, il peut dire c'est un débile mental, il ne faut pas le suivre, mais pourquoi il a voulu dire, lui, qui a travaillé en Allemagne, pourquoi il a voulu dire l'anarchiste allemand? Je ne comprends pas. Mais je veux dire, donc, ça, c'était un grand moment, parce que vous aviez des blancs, des noirs, des cathos, des athées, des tout ça, qui se sont réunis sous « Nous sommes tous des juifs allemands ». Le multiculturalisme, d'ailleurs, il est là. Moi, mon multiculturalisme, c'est là. C'est ça, pour moi, une chose... Alors, juste après, je veux bien quand on discute, c'est ce qu'on n'a pas vu tous. C'est-à-dire que quand Pompidou, et surtout après Chirac, le bras négociateur de Pompidou, et Georges Séguy, se sont dit, mais comment ça va se terminer cette histoire ? Georges Séguy, c'était la CGT. Comment ça va se terminer cette histoire ? Et ils ont fait le Grenelle. Et les révolutionnaires... C'est plus Balladur que Chirac. Balladur, oui, t'as raison. Pardon. Chirac était président. D'accord. Mais enfin, c'était... Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, les révolutionnaires, nous, moi compris, Grenelle, c'était la trahison. Alors que Grenelle, c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire qu'à chaque fois qu'en France, il y a un problème, on fait un Grenelle. On fait un Grenelle de l'environnement, on fait un Grenelle de ça. Donc, c'est vrai que là... Ils sont mis sur une brèche que d'autres ont ouvert, mais ils ont trouvé quelque chose, et c'est pas le retour à l'ordre, c'est que les gens, la grande majorité qui ont fait grève, ils disent mais ça doit se terminer à un moment.
Alors, les révolutionnaires nice, ça se terminera par la révolution. Mais là, ils étaient un peu coupés de tout. Et donc, voilà, il y avait, je crois, le Grenelle a eu un effet extraordinaire parce qu'il a accéléré cette chose positive en France et que nous, les révolutionnaires, on n'avait pas voulu voir. On s'arrête là pour un instant seulement. Patrice Duhamel, je vous donne la parole juste après ça. Europe Soir, le débat. Frédéric Tadei. Le débat, c'est sur l'héritage de mai 68 et la parole est à Patrice Duhamel. Je rappelle que nous sommes ce soir avec Daniel Cohn-Bendit, avec Ludivine Bantigny et Laetitia Stroche-Bonnard. Patrice ? Oui, à propos du Grenelle, il n'y a jamais eu d'accord de Grenelle d'ailleurs, c'est assez historiquement étonnant. Hein. Il y a eu un relevé de conclusion, mais relevé de conclusion ayant été rejeté par les ouvriers de la régie Renault le lendemain. Pompidou, Premier ministre, a mis en œuvre ce qui avait été négocié, mais il n'y a jamais eu d'accord paraphé par le syndicat et les syndicats des patronats. Juste une parenthèse. Non, là, c'est Pompidou qui a mené Grenelle, effectivement, avec Balladur, qui était son conseiller social, et Chirac, qui était secrétaire d'État à l'emploi, et qui était allé rencontrer le numéro 2 de la CGT, un type formidable, Krasuki, dans une petite chambre à Pigalle avec un revolver dans la ceinture, parce qu'il avait peur de... Ça, c'est Chirac. Ça, c'est Chirac. Le Grenelle, vu par Pompidou, c'est plus, je dirais, c'est plus tactique que ça. C'est-à-dire, il fallait... On dit aujourd'hui la coagulation, on a toujours peur de la coagulation entre les mouvements de jeunesse et les mouvements ouvriers. Et Pompidou avait théorisé ça depuis la grande grève des mineurs de 63. Et il avait dit, là sur 68, il s'est rendu compte qu'il fallait séparer, d'ailleurs, vous, à ce moment-là, vous avez protesté contre le Grenelle, hein, qu'il fallait séparer les étudiants des ouvriers grévistes, qui étaient 10 millions, ce qui est considérable. Puis la population active à ce moment-là, c'était quoi, 18 millions de Français, donc 10 millions de grévistes. C'était la plus grande grève qui ait jamais existé. Voilà, et du 13 au 31 mai, c'est-à-dire très longtemps. Donc... ce qu'il y a d'intéressant et qui continue aujourd'hui, quand je parlais tout à l'heure de la peur des mouvements de jeunesse dans l'héritage, c'est l'idée qu'il faut absolument éviter qu'il y ait, et je ne sais pas aujourd'hui ce qui leur sortira, aujourd'hui 22 mars 2018, c'est d'éviter du point de vue du pouvoir politique, quel qu'il soit, gauche-droite, Mitterrand avait très peur de ça aussi, la coagulation entre les syndicats ouvriers et les mouvements de jeunesse. Ludivine Oui, Bantigny. c'est vrai que cette obsession du pouvoir à dissocier absolument les étudiantes et étudiants d'une part et le mouvement salarié de l'autre, on le retrouve vraiment textuellement dans toutes les archives du pouvoir, les archives de l'Élysée. Il faut absolument éviter ça parce que le pouvoir ne peut plus le contrôler. Donc à bon entendeur, salut. En fait, voilà, il y a quand même cette idée de la nécessaire coagulation de ces luttes sociales. Mais surtout, moi, je voulais revenir sur Grenelle parce qu'en fait, la déception immense de Grenelle, qui est pas seulement la déception des groupes révolutionnaires, parce que je pense qu'il faut vraiment pas réduire 68 au groupe révolutionnaire. D'ailleurs, voilà, pas seulement à Billancourt, on rejette Grenelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de questions qui ne sont pas discutées à Grenelle et qui faisaient partie des aspirations extrêmement fortes de cette grève généralisée. C'est qu'il y avait, bon, évidemment, la question de la diminution du temps de travail, qui est une question absolument évacuée à Grenelle. Il y a tout simplement la question des conditions même du travail, de la dignité au travail. Et donc, on réduit, en fait, toute cette aspiration à un changement vraiment profond et radical de l'existence au quotidien à des questions salariales. Il ne s'agit pas pour autant de les balayer d'un revers de main parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de tout petits salaires à l'époque, c'est fondamental. Mais il faut revenir aussi sur cette fameuse augmentation des salaires parce que c'est vrai qu'on se dit, ah là là, une augmentation du SMIC de 35%, c'est vraiment presque révolutionnaire. Ce qui est faux. Et en fait, De Gaulle, comme le patronat le disent avec un certain cynisme, les forces gaullistes disent, oui, mais vous pensez que vous avez gagné ? Mais en réalité, tout ça sera balayé par l'inflation et dès le mois de juillet puis le mois d'octobre, il y a des augmentations assez considérables de différents prix, de différents tarifs. Et surtout, il y a un cynisme patronal qui dit aux salariés, pas seulement aux ouvriers et aux ouvrières, mais c'est le cas aussi, qui leur dit « Vous avez fait grève, vous allez payer maintenant ». D'abord, vous allez devoir rattraper vos jours de grève parce que c'est une autre grande absente de Grenelle et vous allez devoir trimer, vous allez devoir augmenter la productivité, vous allez devoir faire face à la crise que vous avez supposément bâtie. Et l'autre chose que je voulais dire à propos de ces solidarités aussi très internationales, une sorte d'internationalisme à l'intérieur, c'est qu'il y a au-delà bien sûr de ce très important mot d'ordre, nous sommes tous des juifs allemands, il y a une solidarité aussi à l'égard de tous les gens
par exemple les Algériens, mais beaucoup de militants qui viennent d'un peu partout en Europe, qui sont sous la menace d'expulsion. Il y a beaucoup d'expulsions. Et donc, on retrouve une immense solidarité. Et une immense solidarité aussi avec ce qui se passe à Prague, parce que là, il faut le rappeler quand même, il y a beaucoup de gens qui, en France, se sentent solidaires de l'aspiration au socialisme démocratique tel qu'il se prononce lors du printemps de Prague. Un dernier mot sur... Non, sur Grenelle, l'obsession... Oui, pas de débat sur Grenelle. Voilà, l'obsession, simplement, c'est qu'il y avait d'une part le gouvernement, d'ailleurs plus... Alors, il y a les archives de l'Élysée, bien entendu, mais plus Georges Pompidou que Général de Gaulle qui avait dit à Pompidou, en gros, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. Il l'a critiqué après, en disant qu'il avait trop lâché, d'ailleurs. Et puis, le patronat, bien entendu, qui ne veut plus supporter davantage de grève générale, et puis quand même la CGT... qui, en schématisant un peu, est prête à tout pour signer. Et c'est ce que disait Daniel Cohn-Bendit tout à l'heure. Je pense que ça, c'est très important par rapport à ce que vous venez de dire sur les conditions de travail, tout l'aspect qualitatif de la négociation qui n'a pas eu lieu. C'est là où la CFDT était en pointe. Parce qu'elle n'était pas ravie de signer, de donner son accord au compromis, la CFDT. C'est la CGT qui a poussé. Oublions Grenelle et revenons sur l'héritage de mai 68, pas de Grenelle. Régis Debray avait frappé les esprits en déclarant que mai 68 était davantage le triomphe de la société de consommation que sa contestation. Qu'aviez-vous pensé de cette phrase de Daniel Cohn-Bendit Surtout, Régis Debray a fait un livre tout à fait loufoque sur 68. Il était en prison à l'époque en Bolivie. Je m'en fous. Non, je m'en fous, moi. Je veux dire, ça l'a pas obligé d'écrire ce qu'il écrit. Il parlait de l'héritage. Non, mais mais l'héritage, il nous a dit, on était des petits bourgeois, on n'a même pas eu le courage de prendre les armes. C'est ça qu'il a écrit. Donc moi, je vois pas, je veux dire, d'abord la société de consommation, la remise en cause, c'est quelque chose. Si on commence avec 68 et on finit avec l'écologie politique aujourd'hui, donc 50 ans, l'héritage, c'est le début du remise en cause d'une société, justement, qui exploite la planète. C'est André Gortz qui, lui, a théorisé et qui a, justement, repris ça en disant... Et là, vous avez tout à fait raison sur les conditions de travail, etc. C'est vrai que là a commencé un nouveau débat, une nouvelle remise en cause d'une certaine forme d'existence, de fonctionnement du capitalisme. Et donc, Régis Debray n'a rien compris à 68. Il comprend, d'après moi, il a une idée de la nation qui est, je trouve, encore complètement dépassée, mais on peut continuer à citer Régis Debray. Moi, je trouve que Régis Debray et Zemmour et tout ça, qu'on les mette dans une pièce et ils vont s'amuser. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais ils devraient discuter d'une manière très intéressante. C'est un peu ce qu'on dit de... Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse dire... C'était une remise en cause individualiste de la société de consommation. Ça veut dire quoi, ça ? Qu'on m'explique. Alors, qu'on m'explique la signification profonde, politique, philosophique d'une telle phrase. Le débat de ce soir, c'est sur l'héritage de mai 68 et sur son héritage économique. On se souvient, alors je viens de vous citer Régis Debray, mais je peux vous citer Nicolas Sarkozy qui en voulait... c'est de mieux en mieux. Allez, continuez là. Qui voulait liquider l'héritage de 68, disait-il, parce qu'en renonçant au mérite et à l'effort, mai 68 avait favorisé les dérives du capitalisme financier. J'ai lu aussi que sous les pavés, l'entreprise et le libéralisme économique, je crois que c'est dans votre livre, c'est cité, Ludivine Bantinier. Alors qu'en est-il, ce procès qui est fait... C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que vous dites, bien entendu. Mais ce procès qui est fait à mai 68 d'avoir en fait engendré le libéralisme économique, Laetitia Stroche-Bonnard. Mai 68 n'a pas pu engendrer le libéralisme économique, c'est absolument impossible, puisqu'il est né au XVIIe siècle, en Hollande et en Grande-Bretagne, donc c'est absolument rien à voir. De nous avoir préparé à l'ultralibéralisme des années qui commencent avec les années 80. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette croyance à gauche et à droite. Donc on la retrouve chez quelqu'un comme Jean-Claude Michéa, que j'estime beaucoup d'ailleurs, mais qui le dit comme ça, textuellement. Moi, je suivais ses cours de philosophie quand j'étais en terminale. Il nous expliquait que mai 68 avait, été d'abord libertaire et puis était devenu libéral. Mais c'est aussi ce que dit quelqu'un comme Éric Zemmour. Enfin, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand les gens de droite utilisent cet argument pour critiquer le capitalisme ou le libéralisme qu'ils devraient défendre, au moins eux, si c'est possible. C'est mal comprendre ce qu'est le capitalisme et le libéralisme, et c'est
penser que le capitalisme et le libéralisme est par nature libertaire, ce qui est absurde. Le capitalisme et le libéralisme, c'est pas l'homme est un loup pour l'homme, on fait tout ce qu'on veut, aucune régulation, aucune contrainte. C'est absolument pas ça. Aujourd'hui, le monde capitaliste est ultra régulé. Pour donner un exemple, la finance, qu'on fustige à tour de bras, c'est le secteur le plus régulé qui soit. Allez voir une entreprise, un hedge fund, et allez voir la tonne de documents qu'ils doivent produire pour justifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. Donc on a une idée du capitalisme et du libéralisme simplement parce qu'il y a le mot liberté dedans. On pense à libertaire et puis hop, on se dit, voilà, c'est un monde sans contraintes, c'est un monde sans limites. C'est absolument pas ça le libéralisme. Oui, Ludivine Montini. Économique. Non, mais c'est vrai que la question, c'est pourquoi autant de dénigrement à l'égard de 68 et pourquoi autant de contresens historiques et politiques fondamentaux. C'est-à-dire qu'en fait, ça procède aussi d'une peur. Surtout, il ne faut pas refaire l'équivalent. Évidemment, l'histoire ne se répète pas et 68 n'est pas un fétiche, ni un modèle, ni quoi que ce soit. Mais il y a quand même cette peur que une autre subversion aussi généralisée, avec des grèves, avec des occupations de lieux publics, d'entreprises, se renouvelle. Et donc, pourquoi ne pas, du coup, attribuer à 68 l'origine de tous les maux? Mais c'est quand même assez effrayant. Et on sait très bien quelle a été la généalogie de ce discours récupérateur. Et d'ailleurs, certains protagonistes de 68 sont déjà extrêmement lucides sur la peur de cette récupération par un système, un grand avaleur qui ferait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individualisme en 68, on l'a répété, il y a quand même cette aspiration à la chose profondément collective. Mais il y a en revanche des aspirations autogestionnaires, c'est-à-dire mais pourquoi on aurait des contremaîtres et pourquoi on aurait des patrons? Et ça, tout au long des années 70, cette question sera posée dans un certain nombre d'entreprises et notamment d'usines. Et le néo-management, le capitalisme est très puissant, il est très fort, mais il finira par être abattu malgré tout, je pense. Ou alors, le capitalisme une petite chose, multiplié par 100 la richesse du monde depuis 1800. Par exemple, le quand vous conflit dites que chez Lippe, ça c'est quand même pas très bien je pense que terminé. les gens Laissez savent. terminer Ludivine Montini. Simplement, je pense que justement le New Public Management qui a accompagné stratégiquement le néolibéralisme à partir des années 80, s'il vous plaît, a tout fondé sur l'individualisation des rapports de production. Ah, vous voulez être libre, vous voulez plus de contremaîtres, mais d'accord, mais vous êtes vos propres contremaîtres, vous êtes vos entrepreneurs personnels, soyez les entrepreneurs de vous-même et soyez compétitifs dans l'entreprise. Et ça crée vraiment des ravages, et on le sait bien, des ravages parce que c'est une compétition généralisée entre les gens, entre les collègues, voilà, ça crée des désastres humains qu'il s'agit véritablement d'interroger et de combattre. Daniel Moi, je suis Cohn-Bendit. pour qu'on fasse une fois un véritable débat sur l'autogestion, parce que je suis d'accord que c'est une idée qu'il faut sauver, mais ça, c'est un autre débat. Il faut arrêter avec toutes ces histoires. Mais je le dis autrement. C'est parce que je suis à Europe et puis que pas Europe a joué un rôle important en 68 comme RTL de démocratisation de l'information que je participe à des rares débats que je fais sur 68 parce que les 50 ans moi j'en ai par-dessus la tête. Mais ce qui me fascine, c'est que je pourrais faire un tour du monde, de l'Argentine au Brésil, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Nord, plusieurs pays africains, des villes. Toujours, j'ai été invité, évidemment, toutes les villes européennes, sur le mythe de 68. Ailleurs, il y a d'un côté ceux pour qui c'est l'horreur totale, et pour les autres, c'est la lumière d'espoir qui reste un peu dans l'histoire. C'est à ce moment-là, et c'est vrai, qu'une société s'est mise en branle et a imaginé qu'un autre monde est possible. C'est ça le grand héritage et l'espoir qu'a suscité 68. Et donc, moi, je dis après, le monde a évolué d'une certaine manière et c'est complètement futile d'essayer de mettre la responsabilité sur les choses les plus horribles qui ont évolué, d'un capitalisme qui est devenu complètement fou, en disant c'est 68. Je veux dire, ça n'a aucun sens. On perd son temps. On perd son temps avec ce genre de discussion. Voilà ce que je veux dire. On peut discuter. Dans notre film La Traversée, on est dans une SCOP autogérée. C'est extraordinaire. C'est des rapports humains qui n'existent pas dans d'autres. Et elles existent. Ils survivent. Cette SCOP, ils produisent des glaces. Et c'est un exemple. C'est vrai que Lippe, à la fin, s'est effondré sur cette histoire de marché. Parce qu'à la fin, est-ce que les autogestionnaires n'ont pas trouvé la réponse? C'est si je produis des montres, il faut les vendre. Sinon, mon entreprise, elle ne survit pas. Si je produis des glaces, il faut les vendre. Et donc, vous avez
des ouvrières et des ouvriers qui se parlent du problème de leur usine autogérée, qui dit il faut s'ouvrir au marché, il faut prendre des parts de marché, il faut qu'on y arrive, sans ça, on n'a rien à bouffer. Parce qu'on ne peut pas obliger les Français à manger notre glace. Il faut qu'on s'impose à des consommateurs de manger notre glace de notre usine autogérée. Et ça, c'est une véritable discussion. Donc, je suis d'accord. Le pouvoir aujourd'hui, Macron, quand l'autogestion, on parle chinois avec lui. Il comprend pas. Mais c'est pas incompatible de toute façon. Je dis que c'est pas incompatible. Non, mais c'est ce que je lui là où je suis dis. d'accord avec vous, c'est qu'on peut défendre le capitalisme, Voilà. mais en même temps se dire que toute forme nouvelle de marché ou d'organisation de la production et de la vente qui fonctionne et qui fonctionne bien et qui plaît aux consommateurs et aux employés est une très bonne chose. C'est ça aussi qu'il y a un malentendu. En fait, la défense du capitalisme repose simplement sur l'idée d'essai et d'erreur. Ce qui ne marche pas, on ne peut pas le tenir à bout de bras indéfiniment, c'est tout. Patrice Duhamel, sur les médias... Oui, Daniel Cohn-Bendit l'évoquait rapidement. On est sur Europe. C'est quand même... Mai 68 n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu Europe numéro 1, s'appelait comme ça, et Radio Luxembourg, qui est devenu RTL. Parce que je ne sais pas si les auditeurs aujourd'hui peuvent s'imaginer, enfin ceux qui ont moins de 65 ans, ce que ça a été. On ne pouvait pas sortir, pas seulement à Paris ou dans la région parisienne, mais dans toutes les régions de France. Ça s'appelait les régions à ce moment-là, avant de s'appeler les territoires. Tout le monde avait un transistor à l'oreille. Hein. Il n'y avait pas d'oreillette. Tout le monde avait un transistor à l'oreille. Ils ont été non seulement observateurs, spectateurs, journalistes, mais parfois, pas tout le temps, parce qu'on l'a un peu exagéré, mais là, c'est à Daniel Cohn-Bendit de le dire, acteurs sur l'organisation des manifestations. Qui, les radios ? Les radios. Le dialogue entre vous, Grimaud, ils n'ont pas été acteurs, etc. ils étaient sur le moment, ils ont joué le jeu, puisqu'ils étaient là. Et bon. Voilà, la révolution, c'est la première fois en France qu'on suivait sur un grand média. La télévision était en grève, ou quand elle n'était pas en grève, elle était aux ordres, donc elle ne traitait pas ça. Il faut savoir que à l'ORTF, la plupart du temps, quand il y avait 50 000 manifestants, il y avait un zéro qui était enlevé et on disait qu'il y en avait 5 000. Non, mais pas seulement ça. Le temps, il faut dire, sur l'ORTF à l'époque, les déroulés du 20h étaient envoyés d'abord au ministre de la Culture. De l'information. De l'information, pardon. De l'information. Pas Malraux, quand même. Non, pardon. Mais donc, on n'imagine pas ce qu'était cette démocratie française, et c'est pour ça que de dire l'alternative c'était la Chine, c'était complètement idiot, parce que c'était la même chose, hein, de dire ce qu'était la chape de plomb, la non-liberté et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde s'est engouffré dans cette grève à l'ORTF. C'était parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus de ce contrôle du pouvoir politique sur tout ce qui se faisait. Mais alors ça, c'est l'aspect négatif qui est devenu positif, parce qu'il y a des étapes de libéralisation progressive. Moi, j'ai un souvenir personnel. Quand j'ai été nommé rédacteur en chef de l'information de TF1 en 76 ou 17, quelque chose de 18, je suis arrivé dans le grand bureau, rue Cognac-Jay, il y avait un téléphone, j'ai demandé ce que c'était, il avait l'air un peu bizarre, et quand on le décrochait, on faisait le 613 et on arrivait au standard de l'Élysée. C'est quand même extraordinaire. Bah oui. Bon, mais le rôle des radios, je répète, c'est la première fois en France qu'un immense événement était traité en direct, permanent, par un grand média audiovisuel. Et ça a donné tout ce qu'on a connu par la suite, qui serait arrivé, mais ça a été un accélérateur absolument extraordinaire. Et pour l'ORTF, pareil, parce qu'un an après, Chaban a essayé, Premier ministre de Pompidou, ça lui a d'ailleurs pas servi, hein, parce qu'il s'est fait virer notamment à cause de ça, a essayé d'apporter un peu de liberté dans le système. Et c'était vraiment encore très difficile. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat 50 ans, jour pour jour, après le début de mai 68. Le début, c'était le 22 mars 1968. Nous sommes le 22 mars 2018. Merci tous les quatre. On se retrouve demain, dans quelques instants, les informations. Pierre Neuville.